Bonjour, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par Rose Up Association. Donc, pour celles qui ne nous connaîtraient pas encore, Rose Up Association est une association qui informe, accompagne et défend les droits des femmes atteintes par tout type de cancer. J'insiste sur tout type de cancer parce qu'on nous associe un peu trop souvent au cancer du sein de par l'appellation rose. Donc, nous vous informons via le Rose Magazine que vous pouvez retrouver dans vos hôpitaux 2 fois par an, mais que vous pouvez aussi recevoir directement chez vous en adhérant à notre association. Nous vous accompagnons dans nos maisons Rose Up à Paris et à Bordeaux, et pour celles qui n'habitent pas ces grandes villes, via des webinaires comme nous faisons aujourd'hui. Et nous défendons vos droits au travers de plaidoyers. Je m'appelle Émilie Groyer, je suis journaliste scientifique et rédactrice en chef du site internet rose-up.fr où vous pouvez aussi trouver d'autres contenus exclusifs. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on vous informe via le magazine, mais il y a aussi notre site internet rose-up.fr. N'hésitez pas à le consulter parce qu'il y a vraiment des contenus exclusifs que vous ne trouverez pas dans le magazine. Et donc aujourd'hui, notre webinaire traitera des soins palliatifs et pour cela, je suis avec le docteur Vinan que je vous laisse vous présenter. Bonjour, merci à vous. Je suis Pascal Vinan, je suis professeure de médecine palliative et je suis responsable de 2 équipes de soins palliatifs à l'assistance publique de Paris, les hôpitaux Cochin et Georges Pompidou. D'accord. Alors, ce webinaire sera sous la format de questions-réponses. Pour celles qui nous suivent sur Zoom, vous pouvez poser d'ores et déjà vos questions via l'onglet Q&R qui se trouve en bas de vos écrans. Et pour celles qui nous suivent sur Facebook, postez vos commentaires et je transmettrai vos questions au fur et à mesure. Alors déjà pour commencer, on va essayer de définir ce que c'est que ces soins palliatifs, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues autour de ce terme. Qu'est-ce qu'on entend par soins palliatifs finalement? Alors, les soins palliatifs, je dirais maintenant, dans la partie moderne des soins palliatifs, c'est l'ensemble des soins et une approche globale qui vont contribuer à améliorer la qualité de vie des patients, soutenir les proches dans le contexte d'une maladie qui ne peut pas être guérissable. On va dire que c'est le champ de la médecine palliative telle qu'on la définit maintenant. D'accord. Mais historiquement, ça s'est développé, je dirais, les soins palliatifs dans les années 60 à peu près. C'est en Angleterre que ce concept-là est né, sur la base d'une observation que les douleurs étaient mal prises en charge, l'accompagnement social, psychologique était un petit peu délaissé dans les phases avancées de la maladie où les médecins n'avaient plus de traitement à proposer. C'est dans ce contexte-là, pour répondre à finalement des besoins qui n'étaient pas satisfaits, que les soins palliatifs sont nés. Beaucoup autour de la prise en charge de la douleur aussi. D'accord. Et du coup, concrètement, il consiste en quoi? Parce que vous avez parlé d'accompagnement, de gestion de la douleur, de social, de psy. Donc ça englobe un certain nombre de disciplines. Voilà, c'est ce qu'on a, on peut expérimenter lorsque les maladies sont symptomatiques, un certain nombre de difficultés, d'abord somatiques, c'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement des douleurs, il peut y avoir des symptômes d'inconfort, comme un essoufflement, comme des nausées, des vomissements. Voilà, il y a tout un tas de symptômes physiques qui peuvent arriver avec la maladie. Donc, il y a la partie améliorer le confort physique et soulager les douleurs somatiques et les symptômes d'inconfort. Puis, il y a toute la partie psychologique, hein. On sait qu'effectivement, on peut avoir des troubles de type anxiété, dépression, ou simplement, on doit s'adapter en permanence, hein, et ça, je crois que tout le monde le sait bien. Et un des grands objectifs dans la prise en charge globale des soins palliatifs, c'est contribuer à renforcer les capacités d'adaptation des personnes par rapport à tout ce qui se passe. Après, il y a l'angle social. Euh, Là aussi, avec la maladie et la progression de la maladie, il peut y avoir tout un tas de problématiques sociales qui peuvent être des problématiques financières. Bien sûr, j'imagine que vous en parlez assez souvent dans les apports que vous faites. Ça peut être aussi sa place dans la société, Mhm, tout sa place au sein de sa famille. Donc, il y a cette souffrance sociale. Et puis, on a coutume de dire, on parle de souffrance globale dans les référentiels de soins palliatifs, qu'il y a aussi un quatrième bloc qui est probablement moins développé en France, qui est ce qu'on appelle la souffrance spirituelle ou existentielle. mhm. Ça peut être des problèmes liés à la religion, mais ça peut être aussi tout simplement
pourquoi cela m'arrive, quel sens ça a de vivre tout ça. Et c'est une composante aussi très importante de l'approche palliative. Elle ne Et se résume pas au patient. oui, Euh, la c'est personne. vraiment l'approche globale. Voilà, le patient et ses proches. Donc les proches peuvent bénéficier d'accompagnement dans le cadre de soins palliatifs. Voilà, c'est vraiment lié. C'est-à-dire que quand on va rencontrer une personne, quelle que soit la structure, on va y revenir tout à l'heure, eh bien, en fonction de ce que souhaite la personne, qui est bien sûr au centre, quand je rentre dans une chambre, par exemple, s'il y a quelqu'un de la famille ou des proches, je vais jamais dire, bah, vous sortez. Je vais demander à la personne, voilà, c'est qui, est-ce que vous souhaitez qu'il ou qu'elle reste? Et c'est très naturellement que les proches, si la personne malade le souhaite, sont inclus dans ce processus et peuvent bénéficier de soutien spécifique s'ils en ont besoin. Alors, la grande question, c'est quand est-ce qu'on fait appel à des soins palliatifs et qui fait la demande? Parce que soins palliatifs, c'est quand même encore maintenant beaucoup associé au fait à la fin de vie, en fait. Est-ce que c'est correct de penser ça ou c'est beaucoup plus large finalement les soins palliatifs? Alors, dès la création du concept de soins palliatifs au niveau international, c'est 1967. Dès la création, Cicely Saunders, qui est le médecin qui a conceptualisé la notion de soins palliatifs, qui n'existait pas avant, a considéré que dès lors que la guérison n'était pas possible pour une pathologie, en particulier pour le cancer, eh bien, il fallait délivrer des soins palliatifs s'il y avait des besoins. Mhm. Donc, dès la création, ça a été associé, enfin, avec une idée de précocité de prise en charge, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Mhm. C'est-à-dire que comme cette structure, les structures de soins palliatifs se sont développées pour plutôt accueillir les unités de soins palliatifs, pour accueillir les patients qui étaient en arrêt des traitements antitumoraux, finalement, le concept s'est beaucoup développé pour les personnes en fin de vie et donc est resté un peu associé dans voilà, la tête de tout le monde, hein, que ce soit les patients ou les professionnels, à la prise en charge de la fin de vie. Le grand tournant de ça, c'est 2010. En 2010, il y a une équipe nord-américaine qui constate, comme beaucoup d'équipes de soins palliatifs là-bas et ici, que les soins palliatifs sont appelés beaucoup trop tard. Mhm. Un des objectifs des soins palliatifs, c'est de prévenir la souffrance, c'est qu'elle ne vienne pas. Si on est appelé voilà, à quelques jours de la fin de vie, bah, toutes ces étapes, ces mois de difficultés, bah, finalement, on ne les a pas évitées. Mhm. Et donc, cette équipe nord-américaine dit, bon, bah là, les équipes de soins palliatifs sont appelées beaucoup trop tard. On va essayer de faire une recherche où on va proposer des soins palliatifs dès le diagnostic d'une maladie qui ne serait pas guérissable, d'un cancer du poumon en l'occurrence. Et ils ont montré que c'était tout à fait faisable. Et quelques années après, ils ont montré que ça améliorait la qualité de vie des patients qui recevaient des soins palliatifs précoces en même temps que les traitements antitumoraux. Après cette étude de recherche, ça a été appliqué dans toutes les pathologies tumorales et maintenant c'est un standard. C'était une recommandation de la Société américaine d'oncologie qui recommande que les équipes de soins palliatifs soient, en tout cas, dès qu'il y a un symptôme ou un besoin, parce qu'ils ont montré scientifiquement qu'ils amélioraient la qualité de vie et qu'ils diminuaient les dépressions. D'accord. Ça, c'est un point important. Pour moi, c'est un point important parce que souvent on dit, oh là là, soins palliatifs, ça va déprimer. Non, les preuves scientifiques disent que dans le groupe des soins palliatifs précoces, les patients étaient moins déprimés alors qu'ils avaient la même quantité d'antidépresseurs de chaque côté. Probablement parce qu'il y a une écoute attentive, parce qu'il y a un soutien, il y a une vraie expertise pour favoriser le coping et que tout ça contribue probablement à diminuer la dépression. Donc, le camp appelé, je dirais, c'est pour une maladie où malheureusement les possibilités scientifiques à l'heure actuelle ne peuvent amener la guérison. Donc, c'est les patients qui sont dans une situation d'incurabilité dont on sait maintenant que voilà, elle peut durer extrêmement longtemps avec les progrès fantastiques de l'oncologie ces dernières années. Et le moment, bah, c'est quand il y a un symptôme, une douleur, une souffrance psychique, un souhait certaines fois d'anticiper. Moi, je vois assez souvent des gens en consultation, des personnes en consultation qui disent, bon, moi, je crois en les traitements, je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux traitements, etc. Mais je sais que, voilà, dans l'état actuel de la santé, je ne peux pas guérir.
Et moi, j'aimerais anticiper, commencer à réfléchir à qu'est-ce qui peut se passer, si ça s'aggrave, ce qu'on appelle les discussions anticipées de fin de vie. D'accord. Et donc, ça peut être aussi ça, le besoin. Donc c'est typiquement le cas de cancer, métastatique, par exemple? Voilà, hein, quand on dit cancers qui ne peuvent pas guérir, c'est des cancers soit localement avancés Mmh. qu'on ne peut pas opérer, ou des cancers métastatiques. Ou voilà, en l'état actuel, je dis toujours en l'état actuel de la science que D'accord. voilà, j'ai traversé beaucoup de progrès thérapeutiques, donc on reste prudent. Euh, voilà, c'est dans l'état actuel de la science. Et ça montre aussi que beaucoup d'équipes de soins palliatifs nord-américaines en particulier sont aussi des équipes qui font la réhabilitation. Vous voyez, c'est pas si différent que ça en fait. C'est une approche globale, très respectueuse de l'autonomie du patient. Mmh. Voilà, c'est pas les mêmes mouvements, mais c'est la même approche globale, pluridisciplinaire, respectueuse de la personne et voilà, de ses objectifs en fait. Donc, je reprends la question d'une personne, qui participe, au webinaire. Je suis désolée, j'ai pas son prénom. Donc il y a un cancer du sein métastatique d'emblée, donc elle pourrait faire appel à des soins palliatifs dans son cas, et elle se demande, quelle est la différence avec les soins de support? Parce que finalement, les soins de support aussi permettent, cet accompagnement-là. Les soins de support, c'est aussi bien d'un accompagnement psy qu'un accompagnement, pour la gestion de la douleur. Donc finalement, qu'est-ce qui distingue, les soins palliatifs des soins de support? Oui, alors c'est une question très importante. On a coutume de dire que les soins palliatifs font partie des soins de support. Ce qui est très important de comprendre, c'est que les soins de support ne sont pas une spécialité médicale. D'accord. Les soins de support, c'est un ensemble de compétences, la prise en charge de la douleur, la prise en charge en psycho-oncologie, la prise en charge sociale, la kiné, les équipes de nutrition, mais c'est aussi euh, dès lors qu'il faut mettre des prothèses, des endoprothèses, etc. C'est cette partie-là. En fait, c'est tous les soins en dehors, médicaux ou sociaux, psychologiques, etc., en plus du traitement antitumoral. Donc, les soins de support, c'est un ensemble de métiers, Mmh. de disciplines qui sont au mieux coordonnées. Et Oui, on parle de coordination des soins de support, mais dans aucun pays du monde, c'est une discipline. d'accord. Par contre, dans beaucoup de centres, euh, en France comme à l'étranger, comme le mot soins palliatifs est très associé à la notion de fin de vie, il y a une petite confusion. Certaines équipes de soins palliatifs s'appellent soins de support. Certaines fois, quand on décide d'arrêter les traitements et qu'on passe dans une prise en charge palliative exclusive, on va dire prise en charge en soins de support exclusifs, qui D'accord. n'a C'est aucun des sens choses, sur le ouais. plan médical. Mais voilà, donc je ne sais pas exactement la problématique de la personne qui nous pose la question. En tout cas, voilà, les soins de support, c'est des organisations. On va aller voir l'équipe de la douleur, on va aller voir la sociologue, mais ce n'est pas une équipe structurée qui travaille, voilà, qui est une équipe pluriprofessionnelle et voilà, avancée avec la personne. Nous, en tant qu'équipe de soins palliatifs, on peut faire appel à d'autres soins de support. Par D'accord. exemple, moi, dans mes deux équipes, je n'ai pas d'assistante sociale. Donc, je vais travailler avec les ressources en soins de support de l'hôpital. D'accord, donc finalement, c'est une sorte de structuration, de différents intervenants. Alors qui peut demander, d'avoir accès à des soins palliatifs? Est-ce que c'est le patient peut faire la démarche? Est-ce que ça peut être les proches, son médecin? Alors, usuellement, c'est le médecin, D'accord. euh, parce que effectivement, les soins de support sont voilà, on peut aller chercher des soins de support en termes de, je sais pas, relaxation, sophrologie, socio-esthétique, c'est le patient qui va demander. Dans la prise en charge palliative, ça peut être aussi le patient qui peut demander, si les patients sont informés, ils peuvent demander à vouloir rencontrer une équipe de soins palliatifs. Et dans la majorité des cas, c'est le médecin qui sait, voilà, s'il y a des symptômes ou qui sait aussi par rapport à la gravité de la maladie que ça relève plus effectivement d'une approche structurée de soins palliatifs et qui va faire la demande. En général, ça se passe, voilà, le médecin va contacter l'équipe de soins palliatifs, mais vous savez que les soins palliatifs sont un droit qui sont inscrits dans la loi, et D'accord. donc la loi dit tout patient a le droit d'accès à des soins palliatifs.
Donc, un patient, et ça nous arrive de plus en plus, maintenant que le concept de soins palliatifs est quand même plus banalisé, ça arrive que des patients ou des proches disent, mais là, ça serait peut-être bien que j'ai une prise en charge par une équipe de soins palliatifs. Donc, c'est tout à fait possible. D'accord. Souvent, ce qu'on aime bien, parce que c'est quand même voilà, des sujets qui peuvent être un peu compliqués, c'est-à-dire que le médecin, bien sûr, soit en accord. Mhm. Si le patient il va faire une séance d'acupuncture, bon, c'est une chose. Mobiliser une équipe de soins palliatifs, bah, c'est aussi que le patient puisse poser des questions sur sa maladie. Il faut que l'équipe de soins palliatifs, elle travaille main dans la main avec l'oncologue. Vous voyez, c'est pas, sinon ça n'a pas de sens. Donc très souvent, c'est l'oncologue. Mais un patient peut tout à fait dire, appeler directement ou en parler à son oncologue en disant, mais voilà, ça serait peut-être bien. On en a eu un ce matin, vous voyez, en consultation, un patient qui est venu en consultation voir son oncologue et qui a dit, bon, ben là, quand même, ça fait la troisième ligne de chimiothérapie qui ne fonctionne pas. Je suis fatiguée, j'ai un peu mal tout le temps, je dors pas bien, ma femme est fatiguée. Vous ne croyez pas que ce serait qu'il faudrait appeler une équipe de soins palliatifs? Bah oui, donc l'oncologue, il a appelé tout de suite. Vous voyez, donc de plus en plus, ça se fait, ça. Donc, ne pas hésiter à en parler à son oncologue si on a Voilà, besoin d'avoir tout un à fait. encadrement un peu plus intégré. Et alors, depuis tout à l'heure, on parle de centre, de structure. Donc, les soins palliatifs sont dispensés dans quel contexte? C'est forcément dans un centre hospitalier, dans des structures bien définies? Alors, les soins palliatifs sont normalement délivrés par tous les médecins. C'est-à-dire que tous les médecins peuvent avoir, je dirais, au sens même plus large que le cancer, mais même si on reste sur le cancer, tout cancérologue doit savoir le minimum des choses de soins palliatifs, de traiter la douleur, les symptômes d'inconfort, etc. On Mhm. dit que la prise en charge en soins palliatifs, elle est graduée, c'est-à-dire que tous les médecins doivent avoir un socle de connaissances et de compétences en soins palliatifs, et puis qu'en fonction des difficultés, il y a des équipes spécialisées. D'accord. Donc, il y a des équipes spécialisées qui sont dans les hôpitaux, donc tous les centres, je dirais, un peu coordonnés en cancérologie doivent avoir une équipe de soins palliatifs qu'on appelle une équipe mobile de soins palliatifs qui va pouvoir recevoir les gens en consultation, aller les voir en hospitalisation ou en hôpital de jour. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les équipes mobiles. Elles se déplacent au chevet des patients et elles ont des consultations. D'accord. Euh, il peut y avoir des équipes, il y a de plus en plus des équipes de soins palliatifs au domicile. Vous savez qu'il y a les dispositifs d'aide à la coordination, Oui. les DAC. Ça, Mm. vous avez déjà dû en entendre parler parce que c'est des ressources plurithématiques. Donc, à l'intérieur de ces DAC, il y a certaines fois des ressources palliatives. Donc, c'est pour avoir accès à des soins palliatifs en ville, on peut tout à fait faire les qui euh, encadrent des équipes mobiles de soins palliatifs territoriales qui peuvent aller au domicile. D'accord. Donc, ça, c'est pour la partie, je dirais, euh, conseil, aller voir ponctuellement comme ça des patients pour régler un certain nombre de problèmes ou soutenir. Et puis à côté de ça, donc à l'hôpital ou à la maison, et à côté de ça, il y a des unités spécialisées d'hospitalisation qu'on appelle des unités de soins palliatifs, qui là sont souvent réservées à des patients plus évolués dans la maladie, Mhm. souvent qui sont en arrêt, qui n'ont plus de traitement antitumoral en cours. Et ces unités de soins palliatifs sont là pour euh, répondre à des besoins plus complexes, soit en termes de douleur, soit en termes de symptômes, soit en termes certaines fois de souffrance familiale. Donc, on peut être hospitalisé ponctuellement pour régler un problème et rentrer chez soi, ou on peut être hospitalisé aussi pour sa fin de vie si on souhaite plutôt passer sa fin de vie dans une structure spécialisée en soins palliatifs. D'accord, donc ça c'est important parce qu'on a aussi souvent en tête que quand on rentre dans les soins palliatifs, finalement on n'en sort pas, alors que là ça peut être vraiment ponctuel, ça peut être chez soi, ça peut être à l'hôpital, mais pas forcément dans le service dédié aux soins palliatifs, donc ça permet aussi un peu de dédramatiser, j'imagine, le côté soins palliatifs. Tout à fait. Hein, l'évolution à l'heure actuelle des unités de soins palliatifs, vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être vous ne le savez pas, il y a une crise assez importante. Les besoins en soins palliatifs ont énormément augmenté. Il y a une crise médicale, hein, c'est-à-dire qu'on manque beaucoup de médecins. Et donc, les unités de soins palliatifs évoluent de plus en plus vers vraiment des centres d'expertise où on est hospitalisé quelques jours et on rentre chez soi. En tout cas, c'est le modèle qu'ont a réussi à atteindre un certain nombre de pays.
on est douloureux, on a des vomissements, ben, on équilibre les choses, ou une famille est fatiguée, ou un patient est dans une difficulté, ben, voilà, on prend 10-15 jours pour équilibrer les choses et on ressort. D'accord. Donc, c'est une évolution. Ça peut être une parenthèse. Après, voilà, tout à fait. Ouais. Après, il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. Il y a un certain nombre de patients qui ne souhaitent pas décéder à la maison ou qui ne peuvent pas parce que les conditions sociales ou familiales ne s'y prêtent pas. Et les unités de soins palliatifs sont aussi des lieux qui accueillent des patients en toute fin de vie, hein. Voilà, ça reste quand même une des visées de ces structures, mais de plus en plus, voilà, les patients font des allers-retours. OK. Alors quand on est, dans ces unités de soins palliatifs, il me semble que les conditions sont un peu différentes que quand on est, hospitalisé dans un autre service. C'est-à-dire, il y a un peu plus de flexibilité au niveau des horaires de visite, des personnes qui peuvent rentrer dans la chambre, et cetera? Oui, même si je trouve que dans les hôpitaux, les choses ont beaucoup changé en flexibilité, mais effectivement, dans une unité de soins palliatifs, l'idée un petit peu de l'unité de soins palliatifs, c'est d'apporter une expertise médico-soignante avec des équipes qui sont entièrement formées aux soins palliatifs, à l'accompagnement, mais de procurer des conditions qui sont un peu comme la maison. Donc, il y a souvent dans les unités de soins palliatifs, d'abord, c'est souvent des grandes chambres, il y a toujours des lits accompagnants qui ne sont pas des fauteuils accompagnants, qui sont des vrais lits. Il y a des salons où les familles peuvent se retrouver en dehors de la chambre. Donc, c'est vraiment des unités qui sont pensées pour apporter la sécurité et l'expertise tout en maintenant une certaine voilà, intimité et en tout cas mode de vie comme si on était à la maison. En tout cas, c'est très favorisé. Les familles, il y a toujours dans les structures des possibilités pour avoir les repas. On n'est pas obligé d'aller courir à la cafétéria. Il y a des systèmes pour que les familles puissent manger auprès de leurs proches si elles veulent. Il y a des salles où il peut y avoir des déjeuners de famille. Vous voyez, il y a tout un tas de choses Et comme ça qui sont pensées, des salons où il peut y avoir, je pense à la Maison Jeanne Garnier à Paris, où il y a un piano, il y a un atelier, il y a des ateliers d'art-thérapie. C'est vraiment pensé comme des lieux de vie. Alors, c'est bien sûr, c'est pas la maison, mais ça essaye d'être, voilà, en on tout cas sort un peu proche. Et bien sûr, il n'y a pas d'horaire de visite. d'accord, pas Il n'y a pas d'horaire. d'horaire de visite OK, du donc tout. on sort un peu de l'univers hospitalier très froid et très associé à la Voilà. maladie. Est-ce qu'on peut amener son animal de compagnie si on a un chat ou un chien? Alors, ça se discute à chaque fois. Mmh. C'est possible, c'est dit être possible. Après, ça va dépendre, excusez-moi, ça va dépendre des structures, de leurs possibilités, mais en général, c'est possible. D'accord, OK. Alors Voilà. il y a Hélène qui nous demande. Après, s'il y a dans une petite unité de 10 lits, vous voyez, s'il y a 4 chiens, il y a des réalités concrètes comme ça. Oui, c'est Voilà, mais comme c'est quand même des demandes rares, mmh, c'est des demandes rares, c'est souvent des relations très particulières les équipes. avec l'animal, c'est pas si fréquent que ça. Et donc, nous, quand on fait la demande, on va en parler. Et voilà, on va trouver l'unité peut-être qui accepte ça. C'est pas si fréquent, mais c'est vrai que ça arrive de temps en temps. Oui, si ça apporte un vrai réconfort aux patients, j'imagine que Exactement, discute. exactement. Il y a Voilà. Hélène qui demande s'il existe des unités de soins palliatifs en EHPAD, comme c'est le cas apparemment. Apparemment, il existe des unités Alzheimer. Est-ce qu'en EHPAD, il y a des unités de soins palliatifs? Les unités de soins palliatifs, c'est des unités à part. Donc, les unités de soins palliatifs, elles sont soit dans des hôpitaux privés, euh, comme Jeanne Garnier, par exemple, qui est un hôpital privé, soit dans des hôpitaux publics. Mais les EHPAD sont une entité à part, et donc il n'y a pas d'unité de soins palliatifs à l'intérieur de l'EHPAD, parce que l'EHPAD, c'est une facturation particulière, et l'unité de soins palliatifs, c'est pas du tout les mêmes facturations. Une unité de soins palliatifs, c'est la même facturation, enfin le même système au niveau de la sécurité sociale qu'un hôpital et qu'un service aigu. D'accord. C'est-à-dire Donc, c'est ce qu'on appelle du MCO, c'est-à-dire du court séjour. Si on est dans un service de cancérologie, c'est le même type de structuration qu'une unité de soins palliatifs. Donc, en EHPAD, il n'y a pas d'unité de soins palliatifs. Par contre, il y a beaucoup de patients qui relèvent de soins palliatifs et c'est une très grosse problématique, je dirais, à l'heure actuelle, hein. Certaines fois, les personnes très âgées peuvent être adressées en EHPAD et on se demande pourquoi finalement ils n'iraient pas dans des unités de soins palliatifs. Donc on essaye de corriger ça. euh, et il y a des équipes de soins palliatifs
qui interviennent dans les EHPAD, les équipes mobiles là, dont je vous parlais tout à l'heure, qui peuvent intervenir dans les EHPAD. Et depuis la crise du Covid dont on parlait tout à l'heure, il y a des achats, des hospitalisations à domicile Oui, qui interviennent dans les EHPAD quand la personne s'aggrave. Parce que d'accord. dans les EHPAD, comme vous le savez, il n'y a pas d'infirmière la nuit. Il y a une infirmière pour une grande quantité de patients. Et il y avait effectivement un énorme problème sur la prise en charge palliative en EHPAD, avec souvent des patients réhospitalisés, certaines fois passant par les urgences. Mhm. Donc là, voilà, il y a vraiment une prise de conscience que pour les patients qui souhaitent rester et passer leur fin de vie en EHPAD, que les ressources palliatives puissent venir à eux. Donc, il y a cette possibilité d'une équipe mobile, il y a cette possibilité qu'elle soit hospitalisée quelque temps et revenir dans l'EHPAD après, j'imagine. Alors ça, c'est assez rare quand même. C'est D'accord. l'équipe mobile de soins palliatifs, soit territoriale, qui va aller voir la patiente ou le patient à l'EHPAD, qui va donner des conseils, faire des prescriptions, et qui, si ces prescriptions sont un peu compliquées à appliquer, va mettre en place une hospitalisation à domicile à D'accord. l'intérieur de l'EHPAD pour D'accord. renforcer en aide-soignant, en infirmier, en coordination. Oui, ça reste. Après, on peut être hospitalisé aussi. Mais bon, la majorité préfère finalement rester dans leur lieu de vie, qui est l'EHPAD. Mm. D'accord. On va juste revenir sur cette approche globale et ces équipes pluridisciplinaires. Donc, au niveau d'une unité de soins palliatifs, on peut trouver quel type de professionnels de santé? Euh, Comme une équipe, je dirais, habituelle, donc il y a des médecins, beaucoup de médecins, il y a une continuité des soins, c'est-à-dire dans toutes les unités de soins palliatifs, la continuité des soins est assurée, c'est-à-dire que si le patient a un problème, il y a un médecin qui est joignable 24 heures sur 24. Dans les grosses structures, les médecins sont sur place. Mhm. Dans les structures moins importantes, ils sont joignables 24 heures sur 24. Donc, la partie médicale est assez importante. Après, il y a les équipes soignantes, donc il va y avoir des infirmières, des aides-soignantes. C'est important de savoir que le nombre d'infirmières et d'aides-soignantes, il est plutôt au-dessus des ratios qu'il y a dans un service d'oncologie. Parce que quand on est hospitalisé dans une unité de soins palliatifs, souvent on est fatigué, Mhm. on a besoin de plus de soins. Ça fait partie des critères aussi pour aller en unité de soins palliatifs quand il y a voilà, des soins qui sont assez lourds. Donc il y a une dotation plus importante en infirmière et en aide-soignant. Après, on va retrouver les mêmes pluridisciplinarités. Il va y avoir une assistante sociale, il va y avoir une psychologue. Certaines unités de soins palliatifs ont des psychomotriciens. D'accord. Il y a souvent des art thérapeutes qui passent, ils ne sont pas là forcément tous les jours, mais qui peuvent être présents. Euh, voilà, il y a souvent ça dans les structures. Et puis, les psychiatres, c'est plus rare comme spécialité médicale, mais ça peut arriver dans certaines structures. Et il y a des bénévoles d'accompagnement. Oui, et Dans c'est quasiment toutes les structures de soins palliatifs, il y a des bénévoles d'accompagnement, donc soit qui sont formés par la structure, soit qui appartiennent à des grandes associations de bénévolat comme l'ASP, Jalmal, etc. Et ça, c'est aussi un point important, c'est-à-dire que l'accompagnement se fait, et ça, c'était le bénévolat d'accompagnement, ça a été pensé dès la création des soins palliatifs. Ça, c'est une écoute, une disponibilité d'une personne auprès d'une personne gravement malade. Mais au-delà de ce que ça apporte à un patient, l'idée, c'était de dire l'accompagnement des patients gravement malades, c'est pas qu'une affaire de blouse blanche. Mhm. Mhm. C'est aussi un engagement de la société, une solidarité de la société. Donc ça c'est un point très important. Nous, par exemple, on n'est pas une unité de soins palliatifs, on est une équipe mobile, on a une association de bénévoles euh, qui passent régulièrement voir les patients. Et c'est vrai que les échanges entre les bénévoles et les patients ne sont pas forcément les mêmes qu'avec les professionnels. Oui, j'imagine. C'est Il était des pas échanges la même, autres. Voilà, donc ça fait c'est systématique en fait dans les unités de soins palliatifs. d'accord. Je vois une main levée qui est passée, je crois que c'est Stéphanie. Si vous voulez poser vos questions, cliquez sur l'onglet Q&R qui se trouve en bas de votre écran. Merci. Alors, on l'a vu, hein, il y a beaucoup d'intervenants. Alors, qu'en est-il de la prise en charge? Tout est pris en charge par l'assurance maladie. Il y a des Ah restes oui. à charge.
Tout est pris en charge par l'assurance maladie. D'accord. Dans, dans le, donc, Après, il y a le forfait hospitalier. Et le forfait hospitalier, c'est pareil, c'est pris en charge par la mutuelle. d'accord, Donc, c'est la même restriction que pour les services. C'est vraiment la même tarification que quand on est hospitalisé dans un service d'un hôpital public. d'accord. Donc, Donc, il va y avoir le forfait hospitalier et c'est tout. Tout est ok. pris en charge. Et ce qui est important de savoir, c'est, enfin, je vais un peu au-delà de votre question, c'est que souvent, quand on parle de structures de soins palliatifs, les familles et les patients, probablement peut-être en analogie avec les EHPAD, disent, mais oh, il faut qu'on cherche une structure, comme on cherche un EHPAD. C'est pas du tout comme ça. Hein. C'est des structures, encore une fois, qui sont au même niveau qu'un service d'oncologie. Mhm. C'est nous, les professionnels de santé, soit l'oncologue, soit les médecins des équipes de soins palliatifs, qui vont faire la demande. Et le patient et la famille n'ont rien à faire que lorsqu'on va aborder cette question-là d'être hospitalisé dans une unité de soins palliatifs, on va discuter avec eux de l'endroit qui est le plus adapté. Certaines Mhm. fois, certains patients disent je veux plutôt être là parce que ma fille habite là-bas et c'est elle qui viendra me voir. Donc, on prête attention, et ça fait partie aussi de la prise en charge globale, que si on hospitalise quelqu'un dans une unité de soins palliatifs, on va chercher l'endroit qui est le plus approprié pour lui et ses proches, quoi. Mais D'accord. sinon, il n'y a rien à faire. Ok. Oui, Il mais n'y a donc, rien à chercher, quoi. oui, en effet, vous l'avez dit, c'est que souvent, quand les personnes qui nous contactent, c'est j'ai besoin d'accéder à des soins palliatifs ou mon proche aurait besoin de soins palliatifs. Vers quel centre je dois me tourner? Donc, la réponse, c'est quoi? En parler déjà à son médecin et c'est lui qui rentrera en contact avec des unités mobiles comme la vôtre ou des... Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il y a, normalement, c'est l'oncologue qui doit proposer. En tout cas, le premier référent, c'est l'oncologue. Certaines fois, il y a des infirmières de coordination. Donc, l'infirmière de coordination peut aussi jouer le rôle de déclencher. Normalement, on ne devrait plus voir de patients qui cherchent des structures de soins palliatifs. Ça doit être l'oncologue qui le dit. Mais voilà, en tout cas, en parler à son oncologue et à l'IDEX, il y en a une. Et puis après, il y a le site de la SFAP, Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, SFAP. Si vous allez sur le site de la SFAP, il y a un endroit qui s'appelle Annuaire, Mhm. qui est régulièrement remis à jour. Et dans cet annuaire, en tapant le département, vous avez toutes les structures de soins palliatifs et les associations de bénévoles qui apparaissent. Donc, Super. il n'y a pas de droit pour entrer. N'importe qui peut aller sur ce site. Et voilà. Et après, nous, ça nous arrive d'y aller quand, je sais pas, un patient veut partir à Toulouse ou à Marseille, où on connaît moins les Oui. structures que dans l'Île-de-France. On y va. Certaines fois, on ne sait pas très bien dans les régions. On commence par appeler une structure de soins palliatifs et puis qui après va aiguiller, etc. Donc, il ne faut pas du tout hésiter à faire ça. Les professionnels de soins palliatifs ont l'habitude d'être appelés pour orienter correctement sur les structures dans les différentes localités. D'accord. Parce que certaines fois, il n'y a pas d'unité de soins palliatifs, mais il y a des services qui ont une polarité avec des lits identifiés de soins palliatifs. Donc voilà, mais n'hésitez pas. SFAP, euh, structure, annuaire, et vous trouvez les ressources. SFAP. Oui, c'est important parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui nous contactent qui sont finalement un peu éloignées maintenant de leur oncologue parce que ça fait peut-être ils ont un suivi peut-être un peu moins régulier et du coup ils ont moins l'habitude de le contacter ou ils ont quelques réticences à le contacter aussi juste pour lui poser ce type de questions. Donc du coup là on leur donne une information pour qu'ils cherchent par eux-mêmes. Donc, c'est une information importante. Ouais. Après, ça fait vraiment partie du travail, c'est écrit dans la loi, hein, ça fait vraiment partie du travail de l'oncologue D'accord. d'accompagner son patient et de lui donner y compris s'il y a un arrêt des traitements, y compris s'il y a un refus de traitement. La loi française est très claire, hein. C'est ce qu'on appelle en éthique le principe de non-abandon. Voilà, il y a bien quelqu'un dans le service qui peut donner les réponses. Un patient n'embêtera jamais un oncologue parce que ça fait partie de son métier, hein. Le rôle de l'oncologue, il ne s'arrête pas quand les chimiothérapies s'arrêtent, hein. Mhm. C'est pour ça que la loi française dit que tous les médecins doivent délivrer des soins palliatifs ou au moins adresser aux personnes qui peuvent le faire, hein. Il ne D'accord. faut pas hésiter à, Donc, contactez votre voilà, à chercher l'information en tout cas.
Si on peut la chercher par soi-même, c'est parfait, mais il ne faut pas hésiter, quoi. Hein. Alors actuellement, il y a alors j'ai une question qui est arrivée entre-temps de Priscilla. Que pensez-vous de la formation de dernier secours proposée par la SFAP à la destination du grand public afin d'offrir de l'information sur la fin de vie? Est-ce que ça pourrait être utile, par exemple, aux proches de personnes malades? Oui, alors c'est la SMAP, c'est toujours la même société hein, que je vous parlais. Donc, Ouais. la société, je dirais, scientifique de soins palliatifs de France. Donc, elle a proposé ça un peu dans l'idée des bénévoles dont on parlait tout à l'heure, de dire que si on veut J'ai dit améliorer les conditions. dernier secours, hein. Je crois que j'ai dit premier secours, c'est dernier secours, hein. Si ma langue a Oui, ouais, j'avais. Oui. C'est donc une formation, puis une campagne un peu large pour former un petit peu tout le monde hein, Mhm. à l'accompagnement de la fin de vie. Parce qu'en fait, il y a, je dirais, 60-70 ans, tout le monde avait ben, accompagné un père, une mère, une grand-mère, etc. Et puis, depuis une cinquantaine d'années, le lieu de la fin de vie, qui était d'abord la maison, et donc tout le monde avait cette expérience d'accompagner. Et moi, je vois souvent des femmes hein, d'un certain âge maintenant, qui, quand on parle de l'accompagnement de leurs proches, me disent, je connais, oui, j'ai accompagné ma mère, etc. Maintenant, on ne le voit plus que c'est des femmes assez âgées. Le plus souvent, on voit des gens, ben non, mais moi, je connais rien en fait. C'est l'augmentation de l'espérance de vie et le fait que la mort se passe à la maison. Plus à la maison, mais à l'hôpital. Ce qui fait qu'on a perdu des savoir-faire. Mhm. Alors que je peux vous dire, j'ai en mémoire des femmes qui auraient ouais, j'aurais pu les embaucher dans l'équipe de soins palliatifs tellement elles avaient de connaissances sur Mhm. ce qui peut se passer dans le corps, sur les mécanismes de protection psychique, etc. Donc l'ASFAP veut un peu renouer avec ça. C'est-à-dire qu'accompagner un proche dans les derniers mois de vie, bah, ça relève de notre responsabilité à tous. Mhm. Euh, C'est un engagement assez important. Mais si on n'a pas les prémices, si on n'a pas les réflexes, si on n'a pas un minimum de compétences, de connaissances, bah, on est complètement désarçonné. Mhm. Donc finalement, Et pareil, oui, ma langue a fourché tout à l'heure en disant premier secours, mais finalement, c'est l'équivalent. Tout le monde devrait être formé au premier secours, tout le monde devrait être formé aussi au dernier secours, c'est ça, savoir quoi c'est faire. ça. D'accord. Donc c'est une sensibilité. Voilà. J'imagine que c'est une formation courte. Oui, c'est relativement court. L'idée aussi, c'est que vous savez qu'à l'heure actuelle, si on fait des sondages, beaucoup de gens souhaiteraient passer leur dernier mois de vie à la maison. Et Mhm. donc, l'idée aussi, c'est que si on n'a pas un minimum, on n'y a pas réfléchi un peu à l'avance, bah, la première anicroche à la maison, bah, on va passer, on va aller aux urgences, on va pas savoir quoi faire. Et donc, ça passe. C'est comme le premier secours. Effectivement, si on veut améliorer le taux de patients qui sont récupérés après un arrêt cardiaque, bah, il faut que tout un chacun, dans le métro, à droite, à gauche, dans la rue, chez nous, puisse savoir faire un massage cardiaque. C'est vraiment la même idée. Donc, Mhm. ça ne rentre pas dans des connaissances euh, techniques, hein, de l'ordre des compétences de soins palliatifs, mais voilà, des éléments plus généraux de ce qui peut se passer, des symptômes qu'il peut y avoir, des types de problèmes qu'il peut y avoir, quelles approches thérapeutiques, quel soutien on peut avoir, pour que ce ne soit pas une espèce d'une nébuleuse, quoi, qui par définition fait peur, d'autant plus que c'est quand même un sujet qui fait peur. Donc, si en plus on n'en parle jamais, bah alors là, la peur, elle va grandir, quoi. Mhm. Ok. Il y a Camille qui pose la question des enfants quand notamment une mère est malade et qu'elle doit rentrer en soins palliatifs. Comment sont gérés les enfants? Alors, les enfants, normalement, ils doivent être, on a toujours ce souci euh, d'aider la maman et le père à informer progressivement en lien avec les souhaits des parents, qui peuvent être assez divergents, hein. Il y a souvent euh, des parents qui disent non, on leur dit rien parce qu'on va les protéger. Donc, souvent, on va travailler ces questions-là, je dirais, tout au long de la maladie, dès lors qu'on sait qu'il ne va pas y avoir la guérison. Euh, donc ça, c'est souvent dans les services de cancérologie que ça se fait. Après, quand il y a une prise en charge en soins palliatifs, ben, nous, en tant qu'équipe mobile, on va continuer ces approches-là. On peut rencontrer les enfants
très souvent les enfants beaucoup plus finalement de connaissances que ce que les parents avaient escompté. Donc je dirais que ça se travaille en lien avec le souhait des parents. Et par rapport aux unités de soins palliatifs, les enfants sont tout à fait accueillis. Il y a même, je parlais tout à l'heure des petits salons, etc. Mais dans toutes les unités de soins palliatifs, il y a des jouets, des feutres, du papier, etc. Et des endroits pour que les enfants, surtout quand ils sont petits, puissent entrer, sortir. Euh, donc ça, c'est vraiment pensé par rapport à la prise en charge. Les psychologues peuvent bien sûr les rencontrer euh, s'il y a besoin, pour les informer. Mais en tout cas, il y a une attention particulière. Je dirais qu'elle n'est pas spécifique des unités de soins palliatifs, hein. Ça se fait aussi dans le service de cancérologie, de pouvoir prévenir un enfant s'il y a des sondes, des ceci, des cela. Voilà, il y a toute une approche qui doit être assez délicate. Ce qui me paraît surtout très important, c'est que on soigne des gens qui ont des personnes qui ont des référentiels culturels, familiaux différents, et que même si globalement on pense au niveau des médecins, des psychologues que c'est important que les enfants soient informés, je crois qu'il faut vraiment éviter de plaquer des vérités. Il faut vraiment construire les choses avec les parents, avec la maman, pour que voilà, les enfants soient pas dans quelque chose qui tiraille dans les deux sens. Voilà. En tout cas, les enfants sont tout à fait accueillis dans les unités de soins palliatifs. D'accord. Alors j'en profite pour dire qu'on avait fait un webinaire avec une psychologue sur comment parler du cancer aux enfants que vous pouvez retrouver sur notre site rose-up.fr. Vous aurez plein de conseils et, sur la façon d'aborder les choses. De Euh, livres aussi. Il y a beaucoup Justement, de livres pour enfants, etc. Il y a plein de ressources vous avez pour raison. pouvoir arriver à... Voilà. D'ailleurs, on a pareil sur le site un article, on a fait une petite sélection de livres dont vous pouvez vous servir Super. en support pour en parler à vos enfants. Alors actuellement, on est dans un contexte il y a une loi qui est en préparation sur la fin de vie. Est-ce qu'on sait déjà si ça va changer la structuration des soins palliatifs? Est-ce on a déjà une idée ou c'est encore un peu tôt là? Je l'ai lu, donc on a une petite idée. Après, on ne sait pas s'il va y avoir, voilà, il va y avoir moult amendements, moult discussions, etc. Mais le texte est écrit, a été soumis au Sénat, donc je l'ai lu, je peux vous en dire deux mots. Euh, sur la partie qui motive l'évolution de la loi, c'est le- comment dire, la revendication sociale depuis déjà un grand nombre d'années, qui est en France une légalisation de ce qu'on appelle l'aide active à mourir, c'est-à-dire soit le suicide assisté, soit l'euthanasie. Donc le texte, cette demande, elle est très ancienne, puisque la première loi de 2005, c'était déjà cette demande-là. En 2016, c'était déjà cette demande-là. Puis à chaque fois, ça n'avait pas été retenu comme une possibilité en France. Là, cette fois-ci, le texte qui va très probablement passer, mais on ne sait pas voilà, la teneur des amendements, c'est un texte qui prévoit une aide active à mourir sans nommer, ce qui est une faiblesse du texte, mais on espère que ça va être rectifié, ce qui est décrit comme un suicide assisté. Donc D'accord. un suicide assisté, c'est des modalités qui existent en Suisse et qui existent dans beaucoup d'États des États-Unis. Mhm. C'est un patient qui est face à une maladie, bien sûr, incurable, évolutive, voilà, avec un pronostic à court terme, ça, c'est pas encore très, très clair dans la loi, et qui fait face à des souffrances physiques ou psychologiques, c'est écrit dans la loi française comme ça, Ouais. hein, physiques ou psychologiques et voilà, qui sont réfractaires, et qui auraient droit, du coup, à un suicide assisté, c'est-à-dire à prendre lui-même un comprimé ou une injection. Le texte est assez flou, mais en tout cas, l'idée, c'est soi-même, on demande un comprimé qu'on peut absorber et qui va mettre instantanément fin à sa vie. Hein, le D'accord. suicide assisté, c'est ça. En tout cas, la loi qui vient d'être remise au Sénat, c'est la possibilité, indépendamment, je dirais, des soins palliatifs et du soulagement de la souffrance qu'il y a en soins palliatifs et de la sédation en particulier,
c'est de pouvoir prendre un médicament qui agit très vite et qui entraîne le décès en quelques minutes. Qui est différent de la sédation profonde, par exemple, qu'on peut Voilà. demander également, qui est une Voilà, possibilité. donc depuis toujours, euh, il peut y avoir des situations de fin de vie où les symptômes sont très difficiles à contrôler, même si la prise en charge de la douleur a beaucoup évolué. Moi, personnellement, je fais du soin palliatif depuis, je sais pas moi, 30 ans à peu près. Je n'ai jamais vu un patient demander une euthanasie pour une douleur non contrôlée. Mhm. J'ai jamais vu ça de ma vie, hein, et on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de patients. C'est plus souvent des souffrances globales. Vous voyez, c'est plus ça que des douleurs physiques qui ne seraient pas contrôlées. D'ailleurs, le premier texte de loi qui est sorti en octobre mettait que souffrance physique. Oui, Et ils ont puis rajouté. là, le texte que j'ai lu hier, il a rajouté physique et psychique, parce que douleur physique, il n'y en aurait pas en fait, hein, il n'y en aurait quasiment pas. Toujours est-il que par rapport à cette souffrance globale, depuis très longtemps et même avant la loi, les soins palliatifs avaient comme pratique de proposer, face à une souffrance réfractaire, à la personne d'être endormie. Mhm. Donc ça s'est toujours fait. Et en 2016, au lieu de proposer un suicide assisté comme ils le font maintenant, ils ont proposé cette sédation profonde et continue, qui est simplement la différence par rapport à ce qu'on faisait avant, c'est que là, le patient lui-même peut le demander, c'est un droit. D'accord. S'il a un pronostic à très court terme, là c'est de l'ordre d'une semaine, 10 jours, et qu'il a une souffrance réfractaire, le patient a le droit de demander d'être endormi définitivement. À ce moment-là, on arrête ces traitements de maintien en vie artificiels et la personne va quelques jours. Donc il y avait déjà cette possibilité en France. Et là, le texte vient d'être déposé, qui a toute chance d'être accepté, même si probablement il va y avoir des détails, notamment le nom, parce que c'est important. Les sociétés qui légalisent sur le suicide assisté ou l'euthanasie, on comprend en plus de pays qui ont légiféré, mais sur le plan éthique, c'est important qu'on ne légalise pas. Mhm. Voilà, un suicide assisté, c'est un suicide assisté, une euthanasie, c'est une euthanasie. Voilà, si on utilise des paraphrases, aide active à mourir, accompagnement pour parler de ça, c'est pas très sain, Mhm. je dirais, éthiquement. En tout cas, c'est ça qui est prévu dans la nouvelle loi. Ça donnera, pour ceux qui le souhaitent, euh, cette possibilité-là. C'est important de savoir que en Oregon, qui est un pays qui a le suicide assisté depuis très longtemps, il y a à peu près la moitié des patients qui font la démarche. Ils vont chercher le médicament, il faut bien sûr réitérer sa demande, il faut un deuxième avis médical, il y a toute une procédure, hein. Mais une fois qu'ils sont au terme de cette procédure, ils ont le médicament chez eux et 50% ne le prennent pas. Et ça, je peux bien comprendre ça, parce que la médecine, vous parliez que certains patients n'ont pas été informés, ne savent pas où chercher les ressources de soins palliatifs, donc c'est bien que certains patients peuvent être, voilà, avoir peur de vivre des choses très difficiles en fin de vie. Et certaines fois, ça peut être rassurant d'avoir son comprimé, puis finalement, on n'en a pas besoin. En tout Euh, cas, ça sera quelque chose de nouveau en France. Il y a une personne qui nous pose la question du cas des patients qui ne seraient pas en capacité de prendre une décision, ou même physiquement de prendre un cachet. J'imagine que ça va être discuté aussi dans cette loi. C'est ça qui est assez flou la loi française telle qu'elle est rédigée, parce que le suicide assisté, c'est un concept, enfin, c'est une pratique internationale. Le suicide assisté, c'est prendre un comprimé ou, pour des gens qui ne peuvent plus déglutir, par exemple, ou ouvrir le petit boîtier qui permet de déclencher une perfusion. Donc ça, c'est du suicide assisté. C'est un nom et c'est une définition internationale. Et à côté de ça, pour justement les patients qui ne peuvent pas, parce qu'ils sont par exemple tétraplégiques, il y a eu des cas comme ça, le cas de Vincent Humbert, qui a donné lieu à la première loi Leonetti, était un patient, un très jeune patient tétraplégique suite à un accident de la route. Donc lui, s'il y avait eu une législation sur le suicide assisté, il n'aurait pas pu bénéficier d'un suicide assisté. Et donc en général, là, les pays décident ou pas de légaliser l'euthanasie. L'euthanasie, c'est l'injection d'une drogue mortelle, pareil, en quelques minutes, par un médecin. La France a fait le choix de mettre un espèce de truc qui s'appelle l'aide active à mourir sans trop différencier. Donc, je pense que ça va
avec les relectures, Chambre, Sénat, je ne pourrais pas m'avancer plus parce que D'accord. je pense que ça va être précisé, ça. Si on aura les deux dispositifs ou si on n'aura que le suicide assisté. Ça, on ne peut pas dire à l'heure actuelle. Ouais. Il me semblait, mais peut-être que je me trompe, que dans le cadre de ces discussions, il y avait aussi des discussions autour de la structuration même des soins palliatifs, ou peut-être que c'était les soins de support sur les structures qui pouvaient les proposer, ou je me trompe? Alors, sur les soins palliatifs, il y a une vaste, je dirais, agitation, je vais dire ça comme ça, sur le fait de changer le nom. D'accord. De changer le nom et de ne plus appeler les soins palliatifs, mais de les appeler accompagnement. Ce qui se fait sans l'accord, avec le désaccord même de l'ensemble des professionnels de soins palliatifs. Parce que ce qui fait que notre discipline et qu'on arrive à soulager les patients, par exemple, c'est que notre discipline, comme les autres, elle s'adosse à une recherche permanente. Il y a des recherches scientifiques permanentes pour le contrôle des symptômes, pour l'accompagnement critique, le contrôle des douleurs, etc. Bien sûr, comme les autres disciplines, ça progresse. Et le fait de changer de nom couperait la communauté palliative de ces référentiels internationaux. Donc, nous sommes violemment contre ce changement de nom. Après, bon, il y a des choses un petit peu compliquées. Je crois que globalement, ça ne va pas changer parce que les équipes de soins palliatifs, elles sont là. Donc, on espère qu'on va voilà, continuer à avoir notre nom et que le nom accompagnement sera associé. Je pense qu'ils veulent aussi probablement faire que les équipes de soins palliatifs puissent aussi gérer la douleur. Parce qu'ils insistent beaucoup dans le texte sur la prise en charge de la douleur, qui est une chose qui n'est pas forcément très claire à l'heure actuelle en France, où la douleur du cancer, elle est prise en charge certaines fois par des équipes de la douleur, pas par des équipes de soins palliatifs. Donc, ils cherchent peut-être à ce qu'il y ait plus de fluidité dans toutes les ressources qui existent pour soulager les personnes. Tu retrouves un peu plus Donc, dans voilà un petit peu. On a l'impression que c'est plutôt de l'habillage. Enfin, bon, on voit. pour Je les dirais femmes. que la chose importante dans ce texte de loi, c'est que très l'Assemblée et le Sénat ratifient, il va y avoir un accès au suicide assisté. Voilà. D'accord. Donc, il ne faut pas que les patients s'inquiètent sur leur prise en charge dans les de soins palliatifs. C'est pas Non, pose par cette loi. non. Par contre, c'est pas toujours facile pour les professionnels de santé en général, les professionnels de soins palliatifs en particulier, cette possibilité d'accès au suicide assisté. Ça, c'est dans les définitions internationales de soins palliatifs, il y a une dimension éthique. Et c'est écrit partout que les soins palliatifs s'inscrivent comme une voie qui est entre l'obstination déraisonnable et l'euthanasie. Donc ça, c'est historique. Mais je dirais que peut-être qu'un certain nombre de professionnels de soins palliatifs mettront en œuvre leur clause de conscience qui est dans le texte, en souhaitant ne pas donner ces médicaments. Mais je pense que la majorité des professionnels de soins palliatifs, bah, voilà, orienteront au bon moment et parleront de ces sujets-là tôt avec les patients pour que bah, les choix qui sont faits par les patients, en tout cas les préférences, soient garantis, quoi, hein. Alors, vous avez dit quelque chose d'important, c'est il n'y a pas d'acharnement thérapeutique dans les soins palliatifs. Parce que ça aussi, c'est un peu une idée reçue qu'on a, que si on accepte des soins palliatifs, on a l'impression qu'on va s'acharner coûte que coûte en donnant des traitements. Donc, ça fait Ouais, partie de l'éthique des soins palliatifs de ne pas s'acharner. ah oui, c'est très important, ça. C'est vraiment l'obstination déraisonnable, elle est dans beaucoup de disciplines, hein, mais la discipline des soins palliatifs, elle est vraiment née sur une interrogation sur des souffrances pas soulagées. Ça, c'est le point. Et l'obstination déraisonnable. Euh, les soins palliatifs s'inscrivent vraiment contre l'obstination déraisonnable euh, en incitant, voilà, sur les différentes maladies, mais y compris dans le cancer, à s'interroger si ça a un sens de poursuivre des traitements dont on dit que la balance bénéfice-risque, elle est négative. C'est-à-dire que alors là, ça, c'est toujours comment dire, des dialogues qui sont très délicats parce que le patient peut avoir l'espoir et l'espoir, comme je dis, c'est
un fondamental de l'humain. Donc là, les équipes de soins palliatifs, les oncologues, en lien avec les patients, les proches, doivent faire tout un chemin avec des capacités de communication, je dirais, qui doivent être vraiment adaptées pour à la fois ne pas faire d'obstination déraisonnable, hein, qui risque de diminuer la vie du patient ou d'altérer sa qualité de vie, tout en préservant l'espoir. Donc, c'est Et une ça, je dirais que c'est, quand j'enseigne en soins palliatifs, je dis que c'est ça le plus délicat en soins palliatifs. C'est vraiment la compétence la plus importante parce que il faut que le patient garde l'espoir. Il faut que son espoir peut-être se remette sur autre chose, mais on ne peut pas atteindre l'espoir. L'espoir, c'est ce qui nous fait nous lever tous les jours et c'est très important. Donc, on va essayer de maintenir l'espoir sans être dans l'obstination déraisonnable. Donc, équilibre à trouver. voilà. Alors, il y a Isabelle qui a une autre question sur, sur le suicide assisté. Pardon. Elle se demande si la loi prévoit déjà le lieu où il sera réalisé, si c'est à domicile, dans un cabinet de médecin, dans un service d'oncologie. On le sait déjà, ça? Alors, un cabinet de médecin, c'est très peu probable, enfin, c'est même exclu, hein, parce qu'il y a toute une logistique qui va pas être comme ça. Donc, dans le texte que j'ai lu, c'est possible à la maison. D'accord. Donc, est-ce que ce sera possible à l'hôpital? Probablement, mais c'est possible à la maison. D'accord. Et Encore une fois, ouais. les textes sont encore en débat, donc c'est difficile de répondre Ouais, à ces questions, mais en tout cas, c'est une éventualité qui n'a pas été encore écartée. avec un professionnel enfin, du texte français. En Suisse, c'est des associations qui font ça. D'accord. Et du coup, on prend rendez-vous dans une association, on va dans un local qui est loué ou acheté par l'association. Ça, c'est le modèle suisse. En France, de ce que j'ai lu, on s'achemine plus vers le modèle plutôt nord-américain, où ça peut être chez soi, et à ce moment-là, on est assisté d'un médecin et d'une infirmière, Très bien. dans le texte de loi, hein, tel qu'il est prévu. Mais la maison n'a pas l'air d'être exclue dans le texte de loi. Très bien. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. On a parlé beaucoup de fin de vie, là, alors qu'on a insisté sur le fait que les soins palliatifs n'étaient pas associés forcément à la fin de vie. Donc, n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, d'en parler à votre oncologue. Si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement particulier, les soins palliatifs sont là pour ça. On vient de l'exposer là pendant toute cette heure. C'est une approche vraiment pluridisciplinaire, globale. Donc, n'hésitez pas à faire cette demande, à vous renseigner en tout cas. Alors, je viens d'avoir une nouvelle question entre-temps. Il y a Michel qui demande comment et où se former à l'accompagnement d'approche en fin de vie. Donc, on parlait tout à l'heure du SFAP qui propose cette formation dernier secours. Il y a d'autres Ouais. structures qui proposent ça. Je pense qu'à l'échelon national, il faut se rapprocher des DAC, des dispositifs d'aide à la coordination. Je pense pas, moi, j'ai pas connaissance de structures hospitalières qui ont les moyens d'organiser ça. Donc, j'ai pas connaissance de ça pour se former en dehors de la prise en charge les familles vont être formées, enfin formées, elles vont être accompagnées, elles vont apprendre plein de choses lors de l'accompagnement de leurs proches. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, c'est ma manière de travailler, c'est-à-dire que le proche, en fonction de son envie, de son degré d'implication, eh ben, on va lui expliquer comment fonctionnent les traitements antalgiques, les traitements anxiolytiques. Vous voyez, c'est-à-dire que les consultations se font toujours en présence des proches. Donc, quand on accompagne un patient voilà, dans les derniers mois, dernière année de vie, si le proche le souhaite, bah, il va apprendre plein de choses avec l'équipe de soins palliatifs. Les formations en dehors d'une situation de prise en charge réelle, quoi. Il y a la SFAP, et puis je pense qu'il faut se rapprocher des DAC. Peut-être que certains font des formations spécifiques. Et sinon, il y a un livre, je l'ai pas, c'est un livre de Christophe Fauré. D'accord. Christophe Fauré est un psychiatre qui a beaucoup écrit de livres sur le deuil. Et il a D'accord. écrit un livre, mais je n'ai plus exactement sa formulation, qui est un petit peu dans l'esprit de ce que fait la SFAP avec ses formations, qui est un assez gros livre et qui est vraiment, et Christophe que je connais bien, est quelqu'un qui dit, bah voilà, je suis médecin, j'ai perdu ma maman ou j'ai accompagné ma maman, etc. Et je me suis retrouvée finalement moi-même un petit peu démunie. Et je me suis dit que moi, si comme médecin j'étais démunie, et ben, il a colligé en fait toutes les informations qu'un patient ou un proche
peuvent savoir. Ça se lit très bien. Et je pense que vous allez le retrouver. Si vous ne le retrouvez pas, vous me faites un petit mail, je vais vous le retrouver. J'ai cherché entre-temps, j'ai trouvé un livre qui s'appelle «Accompagner un proche en fin de vie» par, le docteur C'est Christophe ça, Mauret. J'imagine que c'est ça, le titre, c'est parfait. très, très Voilà. C'est très bien écrit, c'est très complet, il y a des ressources aussi. Donc ça peut permettre, en effet. de répondre en tout cas à ce besoin-là. Très bien, bah, c'est très intéressant, merci pour cette information. On arrive à la fin de notre heure. Mireille me demande s'il y aura un replay, sur ce webinaire. Tout à fait, on essaiera de le mettre, sur notre chaîne YouTube très, très rapidement, comme ça vous pourrez le revoir, quand vous voulez. Docteur Vinan, merci encore, de vous être prêté à ces questions-réponses. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, pour clôturer, ou on a fait le tour de la question? Bah, vous remercier, remercier tous les participants et puis remercier aussi d'avoir le courage d'aborder ces questions-là parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile et que voilà, c'est important d'ouvrir ces sujets-là, de pouvoir aussi y réfléchir à l'avance parce qu'on s'aperçoit que finalement, c'est présent chez beaucoup de patients, mais comme ça se parle pas facilement, bah, ça prend un poids énorme. Et souvent, les patients, une fois qu'ils ont eu les consultations, ils disent, bah oui, souvent ils disent, je sais pas comment vous dire, docteur, on avait très peur, puis on est soulagé. Bah, parce que finalement, bon, bah voilà, on en parle et donc, c'est à moi de vous remercier d'ouvrir ce sujet. Merci. Bah, Rosop est là aussi pour, briser les tabous, donc ça reste, dans nos missions. Merci à toutes celles qui, ont suivi, ce webinaire. Je rappelle qu'on ne pourrait pas vous proposer, ces webinaires gratuits et toute l'information et tout l'accompagnement, qu'on vous propose, sans vous. Donc n'hésitez pas à adhérer à notre association ou à nous faire un don pour qu'on puisse continuer sur toutes nos missions. Je vous remercie par avance. Merci encore docteur et bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.